Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Interview. Aujourd'hui, je reçois Carlos Lopez, économiste et ancien secrétaire général de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Carlos Lopez, le rapport sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine a été présenté. Il fait état de 32% d'objectifs atteints. Est-ce que c'est une bonne performance ? Je crois, parce que si on voit d'où on est parti, l'agenda 2063 ne faisait pas nécessairement un consensus au départ, parce que c'était un agenda avec un niveau d'ambition assez élevé. Mais on a pu vraiment découper en période de 10 années les différents objectifs. Et donc on est dans la première décennie. Et je pense que 32%, il faut compter à partir seulement du moment où on a vraiment commencé, c'est-à-dire il y a 2 ans. Dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, il y a une stratégie sur laquelle vous insistez beaucoup en tant qu'économiste, c'est la transformation structurelle des économies africaines à travers l'industrialisation. Dites-nous pourquoi est-ce si important ? Parce que si vous voyez bien, toutes les grandes régions du monde ont passé par l'industrialisation pour avoir un tissu économique qui leur permet de générer des emplois en quantité nécessaire pour absorber la croissance démographique. C'est justement le moment où nous sommes en Afrique, avec l'urbanisation qui s'accélère, avec une population très jeune qui a besoin d'emplois modernes. Donc on ne peut pas les obtenir vraiment avec les services seulement. Il faut industrialiser. Mais il faut aussi mentionner le fait que la région africaine est la seule qui n'a pas connu une industrialisation de grande portée depuis beaucoup de décennies et avec des efforts qui ont été faits qui n'ont pas vraiment obtenu des résultats. Les politiques d'industrialisation pour l'instant sur le continent n'ont pas été une grande réussite. Comment expliquer les difficultés des pays africains à procéder à cette diversification de leur économie ? Parce qu'on nous boxe toujours dans la catégorie de pays qui exportent des matières premières. Et donc, les économies africaines sont devenues très dépendantes des matières premières et donc de la volatilité des prix, avec très peu de valeur ajoutée. Alors, vous le dites, hein, les pays exportent majoritairement des matières premières. Dans votre dernier ouvrage, hein, vous parlez justement de ces pays rentiers, notamment pétroliers, où il est encore plus difficile de procéder à cette transformation structurelle de leur économie. À quoi est-ce dû? Des blocages politiques, un manque de volonté politique ou alors une stratégie défaillante? Je pense que c'est la paresse. Quand on a beaucoup de recettes qui viennent directement d'une source comme les matières premières, l'appareil fiscal du pays ne marche plus. Donc les gens attendent juste les recettes d'exportation et donc l'élite, le gouvernement vit un peu de ce qui est généré par ces exportations. Donc on ne fait pas d'efforts pour vraiment structurer le reste de l'économie. Et sans le reste de l'économie, on reste toujours dépendant tout d'abord, mais on reste toujours dans la paresse fiscale. Et c'est un peu ce qui est arrivé dans ces pays. Alors, il y a tout de même des États qui affichent de meilleurs résultats dans cette transformation structurelle de leur économie. Il y a notamment le Rwanda, le Maroc, Maurice, l'Éthiopie. Est-ce que leurs stratégies économiques à ces États peuvent se transposer à d'autres pays africains? Je pense. Il y a actuellement à peu près 16 pays sur les 30 qui ont la plus grande croissance dans le monde, qui se trouvent dans la région africaine. Si on voit derrière ces chiffres, on se rend compte que les matières premières ont dégringolé depuis quelques années, mais l'Afrique est résiliente, elle a un certain nombre de pays qui affichent des résultats et des performances assez remarquables. Et c'est justement parce que ce sont des pays qui font de la transformation structurelle. Donc on a de plus en plus. Alors, quand on parle de diversification économique, hein, on peut penser à plusieurs secteurs. Vous avez une préférence pour l'agriculture. Pour quelle raison? Parce qu'avec notre croissance démographique, nous allons avoir un niveau de consommation de produits agricoles transformés énorme. Avec la zone de libre-échange qui est en train de s'installer en Afrique, nous avons une protection qui est possible et une protection aussi qui est plus facile à faire parce que le protectionnisme n'est plus à la mode. Mais quand vous avez une zone de libre-échange, vous pouvez quand même garder un certain nombre de paramètres qui vous permettent de développer le marché interne. Et donc, c'est beaucoup plus facile de le faire avec des produits agricoles. Donc, la transformation des produits agricoles répond directement à la nouvelle consommation
de cette classe moyenne montante en Afrique. Et le deuxième facteur, c'est qu'on ne connaît pas vraiment d'exemple d'agriculture productive. La nôtre est la moins productive du monde, du point de vue, disons, de ses résultats. On ne connaît pas vraiment de résultats probants sans que l'agriculture soit directement liée à l'industrialisation. Donc il ne faut pas mettre les deux secteurs l'un contre l'autre, mais plutôt en alliance. Alors vous avez parlé de la zone de libre-échange continentale, dont le lancement effectif va avoir lieu le 1er juillet 2020. Est-ce que cette zone de libre-échange, est-ce qu'elle sera profitable à tous les pays, comme certains le disent? Est-ce qu'elle sera réellement profitable à tous les pays africains? Est-ce que c'est la solution miracle pour le développement de l'Afrique? Je pense, et je police mes mots, que c'est le projet continental le plus important depuis les indépendances. Et je pense que ça va permettre vraiment un certain nombre de développements importants dans l'économie africaine. Tout le monde va gagner, mais on ne va pas gagner dans la même mesure. Donc ceux qui se préparent et ceux qui ont un certain nombre d'avantages vont gagner plus que d'autres. Donc on n'aura pas nécessairement des perdants, mais on aura des pays qui ne seront pas préparés et qui ne profiteront pas autant. Alors, on parle d'économie, là, dans votre dernier ouvrage, je l'ai dit tout à l'heure, Africa in Transformation. Il y a quelque chose qui est parlant. Vous êtes économiste et pourtant la politique est tout de même omniprésente dans cet ouvrage. Qu'est-ce que cela signifie? Que finalement, le développement des pays africains ne pourra pas se faire sans le système politique adéquat, si je peux dire? Voilà, parce que je divise les pays africains en deux catégories, ceux qui transforment et ceux qui sont rentiers. Et je dis que ceux qui sont rentiers, normalement, sont dans la paresse fiscale, mais aussi dans une situation de manque de transformation et de dynamisme politique. Et pour qu'on puisse avoir vraiment une dynamique de transformation, il va falloir un leadership différent. Et moi, je trouve que le leadership qui fait la différence est celui qui a 3 ingrédients. Il faut de l'ambition, il faut de la sophistication et il faut de la cohérence. Dans le niveau d'ambition, c'est tenir en compte les méga-tendances, notamment la question des changements climatiques, des transformations technologiques, mais aussi bien sûr la démographie. Dans la sophistication, c'est le fait qu'on ne peut plus vraiment avoir trop de priorités. Il faut cibler, il faut être très préparé, il faut un leadership de qualité. Et finalement, dans la cohérence, c'est parce qu'on ne fait plus la gestion des affaires d'État et la gestion des affaires économiques de la façon traditionnelle, parce que la concurrence est devenue âpre, nous avons des chaînes de valeur qui sont globalisées, et donc les pays qui veulent s'insérer dans ces chaînes de valeur et qui veulent faire la différence, notamment en matière d'industrialisation, doivent se préparer à bien connaître tous les éléments qui leur permettent de réussir dans les très peu de secteurs qu'ils doivent choisir. Il y a des pays qui font ça et qui ont des résultats. Donc ça, c'est le leadership de qualité. Et c'est beaucoup plus important de définir le débat sur la démocratie en termes de résultats concrets pour les gens, que dans des termes un peu moraux et éthiques, etc., sans qu'il y ait du contenu. Alors justement, qu'on parle de système politique, vous avez une idée là-dessus. Vous dites que finalement la démocratie à l'occidental, ce n'est peut-être pas la solution. Non, je pense que finalement, nous devons africaniser la démocratie plutôt que démocratiser l'Afrique. Et ça veut dire tout simplement qu'il faut adapter le débat démocratique, pas en termes normatifs, mais plutôt en termes de ce que les gens vraiment attendent. Et ce que les gens attendent, c'est des transformations réelles dans leur vie. Et donc je dis qu'il y a même un peu de tolérance pour une certaine autocratie, pourvu qu'il y ait des résultats. Alors par contre, il y a un principe sur lequel vous ne transigez pas, c'est le respect de la diversité. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que je trouve qu'en Afrique, nous avons une diversité gigantesque dans tous les pays et nous avons imité, avec le système occidental, la partie normative sans tenir en compte le fait que nous devons protéger notre diversité, et notamment nos minorités. Et ce n'est pas ce qui se passe. Donc normalement, ceux qui gagnent rapent tout et ne permettent pas aux autres de s'exprimer aussi. Et ça crée des tensions et des conflits. Et donc je trouve que la plupart des conflits en Afrique et la plupart des
difficultés électorales et les difficultés d'acceptation des systèmes politiques sont dues au manque de respect de la diversité. Alors, l'Afrique qui cherche toujours son émergence, mais qui est déjà une terre, on va dire, de lutte d'influence entre grandes puissances. Il y a notamment la Chine, il y a les États-Unis. Est-ce que c'est un problème pour le continent ou est-ce que l'Afrique peut tirer avantage de cette lutte d'influence entre puissances? Moi, je trouve que c'est bienvenu. Donc, c'est pour nous une opportunité de pouvoir vraiment avoir des interlocuteurs qui savent que nous avons des choix. Et nous avons des choix. Parce que quand on voit un peu la montée de l'économie africaine dans son ensemble, nous nous rendons compte que nos performances, malgré le fait qu'on nous divise toujours quand on présente des statistiques, sont beaucoup plus intéressantes au niveau commercial de ce qu'on imagine. Par exemple, on fait autant que l'Inde, qui est un pays qui est toujours considéré comme, disons, ayant une croissance vraiment remarquable. Bon, et je compare le continent avec l'Inde et quelques-uns peuvent être un peu irrités parce que nous sommes beaucoup de pays, mais nous avons la même population. L'Inde a même un peu plus. Donc, c'est comparable. Carlos Lopez, vous êtes économiste, ancien secrétaire général de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et puis vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Africa in Transformation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.